savez, la construction et la poursuite des ambitions, c'est très rarement des questions de moyens dans l'histoire des hommes. C'est Ouais. très rarement des questions de moyens. C'est toujours des questions de détermination et d'objectifs clairs. Et malheureusement, dans beaucoup de nos écoles, on n'a pas cet objectif. Donc, comme on n'a pas l'objectif, au premier non ou au deuxième non, on décide d'arrêter de chercher. Et on ne se rend pas compte. Mais lorsqu'on on passe parler à des cadets ou à des plus jeunes qui sont en formation, une seule conférence peut changer la vie de quelqu'un, Ouais. peut ouvrir l'esprit de quelqu'un, peut redonner de la détermination à quelqu'un, peut redonner du courage à quelqu'un, peut donner une idée à quelqu'un. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens, une fois qu'ils sortent de l'école ou de leurs écoles, que ce soit leur lycée ou leurs universités ou leurs écoles supérieures, ils y remettent plus jamais les pieds. Et c'est dommage. Bonjour à tous, nous sommes en train de parler d'inadéquation formation-emploi avec le docteur Abou Goumez, représentant résident du FMI au Gabon. Et donc, dans les deux premiers épisodes, nous avons défini la notion d'inadéquation formation-emploi et nous avons discuté des étudiants, qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en place afin de pouvoir trouver des issues. Et sur le coup thème déjà, penser à résoudre cette question d'inadéquation formation-emploi. Donc, nous allons maintenant aborder la question des instituts. Parce que même si l'étudiant fait ce qu'il a à faire, il est aussi important de comprendre qu'au niveau des instituts, il y a tout un travail à faire. D'entrée de jeu, nous avons parlé des instituts du fossé qui existe entre les instituts de formation et puis le marché de l'emploi. Quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place afin de pouvoir réduire ce fossé pour leur donner de pouvoir produire des diplômés qui sont vraiment aptes à pouvoir apporter des solutions pratiques sur le marché de l'emploi et avoir des formations qui sont en adéquation avec ce qu'on demande sur le marché de l'emploi. Alors, merci déjà encore pour ce podcast. Je dirais trois choses. La première chose, c'est il est important qu'il y ait un shift de paradigme ou de compréhension au niveau de ceux qui sont responsables des institutions de formation. Je parle en Afrique. Mhm. On a encore cette compréhension que la responsabilité de l'institution de formation se limite à la capacité de l'institution de donner de la formation à l'individu et non s'étend à la responsabilité de l'institution de non seulement former l'individu, mais de le préparer à s'intégrer dans le monde professionnel. Il faut qu'il y ait ce shift entre ces deux éléments. Beaucoup trop d'écoles se disent le plus important, c'est former les gens. Ce qui va advenir d'eux une fois qu'ils sortent, c'est pas vraiment notre problème. Et ça se voit dans un certain nombre de dispositions de nombreuses écoles. Et je vais en donner quelques-unes. Vous allez trouver en Afrique très peu d'écoles où il y a un bureau des carrières. Très peu. Ouais. Je ne dirai pas de nom d'école pour ne pas frustrer, mais ceux qui nous écoutent peuvent savoir que même les écoles les plus prestigieuses dans nos pays, je parle au niveau africain, vous trouverez très peu d'écoles où il y a un bureau des carrières. Moi, au moins, je n'ai jamais vu. J'en ai jamais vu. Je dis très peu parce que je n'ai pas la connaissance infuse. Ouais, pas fait toutes les écoles quand même. Ouais, Voilà. Or, par contre, quand vous allez dans la plupart des écoles dans le monde développé, il y a un bureau des carrières. ouais. Que fait ce bureau des carrières? Ce bureau des carrières recherche des gens qui vont venir parler dans les écoles. Ce bureau des carrières recherche les dates où les entreprises recrutent pour pouvoir préparer leurs étudiants à aller déposer leur CV. Mhm. Ce bureau des carrières s'assure de garder le contact avec les diplômés de l'école parce qu'ils constituent des possibilités d'emploi. Ouais. On n'a pas ça chez nous. Je vous donne un exemple pratique.
moi, j'avais été invité par l'Association des étudiants africains de Harvard en octobre passé, pardon, en mars passé, pour venir parler des questions de développement, tenir une conférence. Il se trouve par la suite que un des instituts de Harvard Kennedy School apprend mon arrivée. Cet institut me contacte pour que je puisse faire une autre conférence à d'autres étudiants. D'une seule conférence, je me suis retrouvé à faire le même jour 3 conférences et une rencontre dans un laboratoire. Pourquoi? Parce que l'université porte la responsabilité de ce qui va advenir à ses étudiants. Donc, travaille à accroître leurs chances d'insertion professionnelle. Donc, il n'y a pas cette responsabilité-là. Elle n'est pas très prévalente dans beaucoup de nos institutions où on se dit, on va juste donner la formation, on verra après. Non, il faut se dire, on doit former les gens et ensuite, comment est-ce qu'on s'arrange pour leur permettre d'insérer et de s'insérer dans le monde professionnel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans nos instituts, il n'y a pas suffisamment cette recherche de professionnels pour venir enseigner ce qu'on a dans les écoles. Ça manque. Il faut que nos écoles travaillent à accroître ce que j'appelle le mixte professoral. C'est-à-dire, il doit avoir une bonne dose entre le nombre de gens qui ne sont que des académiques et le nombre de personnes qui viennent du monde professionnel et qui enseignent. Ça manque. Ensuite, il n'y a pas l'organisation systématique de conférences dans ces institutions académiques. Vous avez des étudiants qui peuvent faire une année, ils vont avoir une seule conférence. Moi, quand j'étais à Harvard, quasiment chaque semaine, il y avait au moins plusieurs conférences dans la même école. Je dis bien, chaque semaine, il y avait, et l'école, quand je parle de l'école, on était quoi, peut-être 1000 étudiants au plus, sinon peut-être 800 étudiants. Donc vraiment, taille réduite. Mais il y avait plusieurs conférences par semaine. Vous partez sur, il y avait ce qu'on appelait le tableau d'affichage. Vous avez plusieurs conférences, des petites conférences où ça sera dans des salles de 30 personnes, des grandes conférences, des salles de 100 personnes, de très grandes conférences, des salles de 200, 300 personnes. Il y avait plusieurs conférences chaque semaine. Mais vous pouvez prendre des étudiants dans nos instituts de formation. Ils peuvent faire une année entière, l'école n'organise aucune conférence. Évidemment que les étudiants sortent de cette école non préparés au monde professionnel. Ouais. Et puis, dernier élément, il faut que les écoles travaillent. Si on ne peut pas avoir un bon mix, mais au moins vous avez des gens qui ont fait l'école, qui ont au moins un attachement sentimental vis-à-vis de l'école. Donc, le réseau des anciens, il faut l'utiliser au maximum. Il faut maintenir le contact avec ceux qui sont en formation. Il faut les contacter quand les périodes de stage arrivent. Et quand vous avez des gens qui sortent de chez vous, qui n'ont pas encore trouvé du travail, l'école peut aider à créer le contact avec les anciens. Parce qu'il y a cet attachement qui au moins reste sentimental et émotionnel. Donc, je pense à ces 3 niveaux-là, ça manque dans beaucoup de nos écoles, publiques comme privées, et malheureusement, ça impacte la capacité d'insertion de ceux qui sortent de ces écoles-là. Supposons même que l'école, donc on a un réseau d'alumni, je pense qu'on reviendra un peu sur la question du réseau d'alumni. Supposons même que l'école arrive à pouvoir mettre en place ce système-là dont vous parlez. Et s'ils n'ont pas, par exemple, les qualifications qu'il faut. Je prends un exemple. Par exemple, vous êtes représentant résident du FMI au Gabon. Et si une école vous veut comme enseignant à plein temps, je pense que ce sera quand même compliqué de faire le choix. Et si, par exemple, une école va avoir que ce soit des anciens ou va avoir des personnes qui doivent intervenir, qui doivent payer, qui n'ont pas les moyens pour payer cette conférence-là, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Bon, déjà, puisque tu as commencé par donner un exemple me concernant, je dirais que quand moi je donne des cours, c'est toujours gratuit. J'ai jamais été payé pour les cours. Ouais. Okay. Au moins depuis que je suis parti de la Côte d'Ivoire, depuis 2012, je n'ai
toutes les conférences et tous les cours que je fais, y compris à Harvard, c'est toujours gratuitement. Donc, s'il y a une école qui veut que je vienne donner des cours ou des conférences à ses étudiants, ça sera toujours gratuit. Et je le fais d'ailleurs à Libreville, où je suis basé. Maintenant, plus sérieusement, je dirais aussi que cela en appelle aussi de la responsabilité de ceux qui sont sortis de ces écoles. Parce qu'on a tendance à oublier ça très souvent. Nous tous qui sommes sortis de ces écoles, lorsqu'on y était, on était contents que des gens qui travaillaient déjà viennent nous donner des conférences. On aimait bien ça. Ouais, si. Mais vous avez des gens qui sont sortis des écoles et qui n'y ont plus jamais remis les pieds depuis qu'ils sont sortis de ces écoles. Je pense que c'est un manque de responsabilité citoyenne. Parce que, en tant que membre d'une société, donc membre de nos pays, notre responsabilité ne peut pas être monnayée tout le temps. Il y a des responsabilités qu'on doit faire parce qu'on est citoyen, parce qu'on appartient à la société de laquelle on ressort. Lorsque vous avez été un ancien de l'école, je peux comprendre que vous avez besoin qu'on vous paye. Lorsque vous devez donner des cours sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'ai eu à le faire à l'NCA. Mais quand vous êtes de passage dans le pays, il faut demander pour voir si l'école est intéressée à ce que vous puissiez venir parler aux enfants ou aux jeunes. Ça dépend du niveau de, est-ce que c'est un lycée ou l'université. Mais il faut le faire volontairement, de façon bénévole. Et on ne se rend pas compte. Mais lorsqu'on passe parler à des cadets ou à des plus jeunes qui sont en formation, une seule conférence peut changer la vie de quelqu'un. Ouais. Peut ouvrir l'esprit de quelqu'un, peut redonner de la détermination à quelqu'un, peut redonner du courage à quelqu'un, peut donner une idée à quelqu'un. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens, une fois qu'ils sortent de l'école ou de leurs écoles, que ce soit leur lycée ou leurs universités ou leurs écoles supérieures, ils y remettent plus jamais les pieds. Et c'est dommage. C'est dommage surtout dans un environnement où on a très peu de professionnels très bien formés. Donc lorsque vous avez eu la chance d'être bien formé, vous avez eu la chance ou la grâce de Dieu d'avoir un bon boulot où vous apprenez énormément, vous avez la responsabilité sociétale, vous avez une responsabilité citoyenne à repartir vers les plus jeunes, ceux qui sont en formation, vers l'école qui vous a donné du savoir pour give back, comme on dit. Et ça, malheureusement, on ne voit pas ça beaucoup. Que quand on prend des exemples, on le prend à notre niveau en se disant quand même on a reçu une très bonne formation de l'ENCA, aussi on a l'INPHB, et même si je veux dire c'est pas parfait, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites par ces deux écoles là, parce que bon après c'est quand même aussi le top, je dirais le top 5 même des écoles en Côte d'Ivoire. Et la majorité des autres formations, c'est un peu beaucoup plus compliqué que cela. Oui. Et là, vous parlez des aînés. Je dis parfois, il y a des gens qui veulent intervenir, les écoles en fait s'opposent et tout. Comment est-ce que dans le système éducatif qu'on a, on peut vraiment, parce que moi j'ai été en France, je l'ai vu, et là vous avez parlé de Harvard, le réseau et tout. Comment est-ce qu'on peut arriver à mettre en place ce réseau-là? Parce que moi, je rêve vraiment que ce soit dans les lycées, que ce soit dans n'importe quelle école, on puisse trouver un réseau d'alumni où les gens sont capables d'expliquer aux gens qui sont sur les bancs comment est-ce que le marché du travail fonctionne, d'expliquer les erreurs qu'ils ont pu commettre eux pour éviter aux gens de revenir faire les mêmes erreurs après et de pouvoir aussi partager les expériences qu'ils ont reçues. Donc, comment dans nos systèmes qui sont encore, je dirais, assez archaïques, on peut être en place, on peut être à même de mettre en place un réseau d'alumni qui est fort et qui a une contribution assez significative. Alors, déjà, avant de répondre à cette question, permets-moi de revenir brièvement sur ta précédente question. Parce que dans ta précédente question, tu dis effectivement, il y a des écoles qui n'ont pas forcément des anciens qui sont intégrés professionnellement à de très haut niveau. Et donc, on pourrait déduire de ce constat qu'il est difficile pour ces écoles avec très peu de moyens de pouvoir avoir des professionnels venir parler aux enfants. Je dirais que ça, c'est pas très vérifié. Ouais.
la partie qui n'est pas vérifiée, ce n'est pas que ces écoles n'ont pas le moyen. La partie qui n'est pas vérifiée, c'est que les gens vont demander de l'argent pour venir parler aux enfants. Mhm. Je pense que le vrai problème de ces écoles, qui justement ont du mal à performer correctement, c'est qu'il y a un problème de paradigme. Beaucoup de responsables de ces écoles ne sont même pas préoccupés par ce qui va arriver aux enfants lorsqu'ils sortent de leur école. Beaucoup de ces responsables de ces écoles pensent que le plus important, c'est que l'enseignant soit dans la classe et qu'il donne les cours et après, ça ne les intéresse pas. Moi, je peux vous dire, moi, je parle beaucoup avec les élèves en Côte d'Ivoire. Mais il y a des lycées où vous voulez aller parler aux enfants, vous devez vous-même organiser la conférence, vous devez expliquer à la personne pourquoi est-ce que vous voulez faire la conférence, vous devez acheter des choses pour y aller. Enfin, je veux dire, c'est la croix et la bannière pour venir donner gratuitement de l'information à leurs étudiants à eux ou à leurs élèves à eux. C'est un problème de paradigme, c'est un problème de responsabilité de celui qui est en charge de l'institution. C'est malheureusement des personnes qui n'ont pas compris leurs responsabilités. Et moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui sont professionnellement assises ou pardon, professionnellement assis, qui vont demander qu'on les paye pour aller faire 2 heures de conférence pour parler à des enfants qui ont l'âge de leurs enfants. Je ne pense pas. Ouais. C'est vrai, tout à l'heure, j'appelais à la responsabilité citoyenne, mais je connais beaucoup de gens qui seraient contents d'aller parler dans les écoles pendant 2 heures, de parler de leur métier, de parler de ce qu'ils font, de parler de leur expérience. D'ailleurs, ça fait partie de la nature humaine. L'être humain aime parler de ce qu'il a eu à faire. L'être humain aime parler de sa vie. Mais malheureusement, vous avez des responsables d'école qui sont moins nantis, qui restent dans leur chaise, dans leur bureau. Et qui ne se disent pas, OK, l'année va commencer, comment est-ce que je m'arrange pour aller peut-être au plateau, à Abidjan, essayer de rencontrer des gens et leur demander de venir parler à mes enfants une fois par mois. Il n'y a personne qui fait ça. Et donc, c'est là où se trouve. Donc, il y a ce changement d'abord de mindset qui doit s'opérer avant qu'on puisse poser des problèmes de moyens pour dire, bon, on a voulu le faire, mais les gens demandent à être payés en retour. Maintenant, pour revenir sur ta dernière question, je crois que organiser les réseaux d'alumni, c'est vraiment, encore une fois, la responsabilité de ceux qui sont sortis de l'école. C'est vrai, ceux qui en ont besoin, ce sont les étudiants. Et donc, ils ont leur part à jouer, ils doivent rester en contact avec les aînés. Mais il faut que ces aînés-là se décident à dire, il y a une responsabilité sociétale, morale, que j'ai vis-à-vis de l'école. Comment est-ce que nous nous organisons pour apporter notre contribution à la construction de cette école-là et de ceux qui y sont? Je pense qu'une fois qu'on est préoccupé par cette question, le reste, ça reste de l'organisation humaine et ça peut se faire. Mais lorsqu'on n'a pas cette préoccupation-là, évidemment, vous avez une association d'anciens qui est inexistante ou qui est très faible et qui n'arrive pas à apporter des réponses appropriées aux préoccupations de ceux qui sont en formation. D'accord. Donc, d'un côté, nous avons les institutions qui doivent faire ce qu'elles vont faire. Et puis, je pense qu'on a beaucoup abordé aussi la question de responsabilité, je dirais de volonté. Parce que je me dis parfois, en fait, j'ai fait exprès de poser cette question-là des financiers et tout ça. Parce que je me dis, les gens restent dans leur bureau, ils se mettent des blocages dans leur tête. Et moi, je dis toujours, faudrait partir avec les hypothèses et aller sur le terrain pour pouvoir vérifier ces hypothèses-là. Si, peut-être sur 50 personnes que vous rencontrez, 49 demandent de l'argent, alors vous pouvez dire qu'il y a un besoin financier. Mais quand vous restez dans vos bureaux et que vous décidez que vous n'avez pas les moyens qu'il faut, parfois les gens vont te sortir qu'ils n'ont pas la salle qu'il faut, alors que, dépendamment de la conférence qui doit être faite, peut-être qu'on peut avoir un institut à côté qui a une plus grande salle qui est intéressée et qui veut fusionner avec ses étudiants. Donc, je me dis, d'abord, comme vous le dites, il y a cette notion de responsabilité, il y a cette notion de, je pense que parfois il y a la paresse intellectuelle, de réfléchir sur un projet
et de pouvoir porter ce projet-là jusqu'à on voit les résultats. Et ça aussi, je pense que c'est un point important pour les écoles. Et le troisième point, c'est de ne pas laisser les institutions à toutes seules. C'est, en tant qu'ancien étudiant, intégrer la responsabilité sociétale et travailler afin de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice pour vraiment résoudre cette question d'inadéquation Et, formation-emploi au niveau des institutions. et Oui. Sosthène, je voudrais aussi dire que même pour pousser ton hypothèse à son extrême, je le disais précédemment, lorsque vous avez déterminé quelle est votre responsabilité, et lorsque vous vous êtes fixé l'objectif, vous partez chercher l'objectif là où il se trouve. C'est un Mhm. principe de vie. Ouais. Si même vous avez contacté 49 personnes, vous disiez tout à l'heure, si vous contactez 49, 50 personnes et qu'il y a Ouais. 49 qui vous disent qu'il faut les payer et qu'il y a un seul, alors vous pourrez. Oui, et même dans ce cas, le 50e, vous le prenez, vous l'envoyez à l'école, il fait la conférence avec les enfants. Si, si. Vous êtes déterminé, vous voulez quelqu'un qui va venir parler aux enfants, vous n'avez pas l'argent, ça va peut-être vous prendre 100 personnes, mais vous trouverez une personne parmi les 100 qui acceptera de venir à l'école. Et si vous Si, si. faites 100 personnes chaque mois, ça vous fera 1200 personnes dans l'année et vous aurez eu 12 personnes dans l'année qui viendront parler aux enfants. Et c'est suffisant. Donc, à la fin de la journée, c'est très, vous savez, la construction et la poursuite des ambitions, c'est très rarement des questions de moyens dans l'histoire des hommes. C'est Ouais. très rarement des questions de moyens. C'est toujours des questions de détermination et d'objectifs clairs. Et malheureusement, dans beaucoup de nos écoles, on n'a pas cet objectif. Donc, comme on n'a pas l'objectif, au premier non ou au deuxième non, on décide d'arrêter de chercher. Et Arrêtez de c'est bien chercher. dommage. Ouais, c'est bien dommage. Oui, en fait, là, je vais sortir un peu du cadre. Ça me fait rire parce que je regardais sur les réseaux sociaux et il y a beaucoup de personnes qui sont plaintes quand ils ont vu l'ancien ministre, premier ministre, donc Patriarchi, aller faire des cours, je crois que c'était à Harvard, en tout cas dans une université américaine. Et les gens disent, mais pourquoi il vient pas enseigner à l'université Félix Houphouët-Boigny et tout? Et, bon, ça m'énervait tellement que j'ai répondu à, à un commentaire sur LinkedIn en disant, mais attendez, quelle université de Côte d'Ivoire peut aujourd'hui dire qu'elle a essayé de contacter donc l'ancien premier ministre Patrick Hachi pour qu'il donne des conférences, pour qu'il parle d'économie, pour qu'il parle de politique, de gestion de la chose publique, et qui a refusé. En fait, il n'y en a pas. Donc, les gens sur les réseaux sociaux, ils vont se laisser aller dans des émotions, mais dans les faits réels, les gens ne font pas ce qu'ils devraient faire. Moi, je vois avec le NCA, parce que je suis beaucoup, que ce soit les pages des universités et tout ça, je vois avec le NCA aujourd'hui, qui organise ce qu'ils appellent l'AFES, et qu'il faut venir des gens du MIT. Je pense pas que ces gens-là, même le billet d'avion, je pense pas qu'ils demandent à l'UNCA de payer, parce que parfois il y a des partenariats qui se font, et ils présentent même des opportunités aux étudiants. Donc vous pouvez venir continuer au MIT, voici comment est-ce que vous pouvez procéder. Je pense que dernièrement, la dame, elle a parlé des micromasters. Comment est-ce que, après avoir fait un, deux, trois micromasters, quand vous postulez à l'école, vous avez déjà un plus que les autres n'ont pas. Et je donne cet exemple, en fait, pour dire que les gens sortent des émotions sur les réseaux sociaux qui viennent dans la vie pratique et qui se donnent les moyens de pouvoir aller chercher, comme vous dites là, l'information où elle se trouve pour atteindre les objectifs qui sont fixés dans la vie réelle.